Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'avez-vous remarqué? Sur notre visuel de couverture, que fait ce jeune homme en jean et t-shirt, à la lisière gauche du champ, au Caire en 1936, parmi les figurants costumés des aventuriers de l'Arche perdue, Spielberg 1981. Sa présence est un gouffre, une erreur non intentionnelle survenue pendant la production du film. Des anomalies de ce genre existent partout dans les œuvres de fiction. En littérature, les incohérences narratives ou les anachronismes se retrouvent régulièrement et les fans d'Harry Potter par exemple s'amusent à les dénombrer sur des sites spécialisés. En bande dessinée, les vêtements des personnages peuvent varier d'une case à l'autre, comme un maillot de bain dont les bretelles se transforment tout au long d'une planche des nombrils. Au théâtre, on trouve dès 1889 un exemple de spectateur qui prend la plume pour dénoncer les erreurs et les anomalies. Il est vrai que la grande masse du public qui fréquente nos théâtres bruxellois, et particulièrement la Monnaie, est relativement peu choquée des erreurs et des anachronismes signalés par le sagace observateur dont les journaux ont publié les réflexions. Plus accessible aux manifestations chatoyantes d'une mise en scène pompeuse et brillante qu'aux sensations raffinées de l'art pur, ce grand public est volontiers disposé à faire le sacrifice de celle-ci à celle-là, mais d'autre part, et d'accord en cela avec tous les esprits délicats, il a sur certains points, spécialement en matière d'illusion scénique, des exigences parfaitement justifiées et que nous essayerons de formuler, tout en regrettant de ne pouvoir le faire avec plus d'autorité. Jean de La Fontaine, en 1677, critiquait vertement les défauts techniques des pièces à machinerie qui faisaient fureur de son temps, en notant que souvent au plus beau char le contrepoids résiste. Un dieu pend à la corde et crie au machiniste. Un reste de forêt demeure dans la mer. Et la moitié du ciel au milieu de l'enfer. Le cinéma favorise davantage l'apparition de ces gouffres que les autres médias. D'abord parce qu'on y divise le travail par grandes phases et par métier, ce qui accroît le risque d'une mauvaise coordination créative. Ensuite parce que les scènes sont tournées plusieurs fois, selon des contraintes pratiques qui diffèrent de leur enchaînement narratif. Enfin parce que le procédé photographique capture une foule de détails qui se trouvent dans le champ, la forme des nuages, le drapé d'un tissu, la distraction d'un figurant, alors qu'un romancier ou un peintre devrait les ajouter à la page ou à la toile initialement vierge. Il faut aussi tenir compte du coût des prises et des éventuelles corrections en post-production, qui fait qu'on tolérera un gouffre minuscule, un verre qui change un peu de place sur une table, ou incontrôlable, le vent qui se lève entre deux plans. Figure 1 Les Trois Mousquetaires, Sydney 1948. Un gouffre typique des scènes d'action au cinéma, deux mains entrent brièvement dans le champ pour réceptionner le cascadeur. Ces traits de la fiction au cinéma s'accompagnent pour l'immense majorité des films, d'une promesse paradoxale, celle d'une expérience la plus transparente possible. Christian Mess écrivait ainsi. Le film de fiction, c'est celui où le signifiant cinématographique ne travaille pas pour son propre compte, mais s'emploie tout entier à effacer les traces de ses pas, à s'ouvrir immédiatement sur la transparence d'un signifié, d'une histoire qui est en réalité fabriquée par lui, mais qu'il fait semblant de seulement illustrer, de nous transmettre comme après coup, comme si elle avait existé auparavant, égale illusion référentielle. Autre exemple d'un produit qui est le retournement de sa production. Les témoignages de présence de gouffres filmiques sont aussi anciens que le cinéma lui-même. En 1926 par exemple, le réalisateur Jean Renoir se livre à un mea culpa par anticipation, expliquant que pour Nana, j'ai fait de mon mieux pour ressusciter cette époque, curieuse entre toutes, de la fin du Second Empire. On me pardonnera sans doute une petite erreur, historique, que j'ai volontairement commise en habillant mes artistes selon la mode, plus curieuse, de 1871. Figure 2 Le Dernier Samouraï, Zwick 2003. Le numérique permet d'éliminer certains gouffres, mais engendre aussi ses propres anomalies, comme cette coque de bateau au contour bien trop net dans une eau virtuelle peu convaincante. On note aussi dans la rubrique « La parole est au spectateur » du magazine spécialisé pour vous, l'Intran de nombreuses remarques, dont celle de ce lecteur agacé en 1935. Pourquoi y a-t-il autant d'erreurs dans les trois quarts des films? Tout technique. Lorsque l'homme invisible est chez son collègue, le docteur Kemp, je crois, et qu'il a fermé la porte à double tour de clé, pourquoi sort-il sans avoir ouvert cette porte? Toujours chez ce même docteur,
Pourquoi voit-on les trous de son nez lorsqu'il a à nouveau entouré sa tête de bandelettes? Figure 3 Les aventuriers de l'Arche perdue, Spielberg 1981. Certains gouffres sont très difficiles à repérer, comme ce globe terrestre qui figure les frontières post-coloniales des pays africains, anachronique en 1936. Le phénomène que nous étudions s'est popularisé avec l'avènement du numérique. À l'époque de la télévision analogique et des cassettes VHS, Bill Givens écrivait en introduction à Cinématographe, l'un des rares ouvrages consacrés au sujet. La plupart des films mentionnés ici existent en version vidéo. Tenez compte du fait qu'il est plus difficile de repérer les gaffes sur le petit écran, le degré de résolution de l'image étant très largement inférieur à ce qu'il est dans une salle avec grand écran. Par ailleurs, les films destinés à la télévision ont souvent subi des coupures et des aménagements qui escamotent les erreurs de l'original. Enfin, ne passe à la télé qu'environ 2/3 de l'image, pour s'adapter au format plus carré du petit écran. Ce qui était vrai de la VHS ne l'est plus des films sur support numérique, qui offrent aux chasseurs de gouffres des possibilités de navigation inédites. Ralenti, zoom, arrêt sur image, manipulation du son. C'est désormais dans le cadre domestique, et souvent sur un écran d'ordinateur, que le pointage et le partage des trouvailles s'accomplissent. Nous verrons que les technologies numériques modifient aussi la manière dont les professionnels tentent d'éliminer les principaux gouffres lors des différentes sorties des films. En salle, en DVD et Blu-ray, lors de remasterisation, etc. Cette enquête est construite en 3 grandes parties, qui nous mèneront de la classification des gouffres aux conditions de leur naissance sur les plateaux de tournage. Nous commencerons par définir ce terme, que nous avons préféré ne pas traduire. Il s'agissait d'abord de préserver sa complexité, en nous gardant d'une traduction approximative ou mutilante. Anomalie ne précise pas si le détail est intentionnel ou non. Bourde et gaffe suppose une forme de faute et une imputation de responsabilité qui n'ont pas toujours lieu d'être, notamment pour certains gouffres inévitables comme les changements d'ombre et autres raccords météo dans un tournage en extérieur. Faux raccord, malgré sa popularisation par l'émission éponyme du site allociné.fr, désigne un cas particulier, celui d'une perte de continuité d'un plan à l'autre. Parmi les mots anglais les plus employés comme goof, mistake, blooper et flub, nous préférons le premier qui sous-entend également un aspect à la fois maladroit et loufoque, goofy. Ce double sens imprègne toute notre analyse. Le regard porté sur les films est simultanément critique et ludique. Même si elle requiert la plus grande concentration, la chasse au gouffre est un loisir et n'amène au pire que des parodies de discours indignés sur le manque de professionnalisme des équipes de production et de post-production. Enfin, goof reflète l'aspect très majoritairement anglo-américain des films qui font l'objet de ces visionnages particuliers. Nous nous pencherons ensuite sur les ressorts de la chasse au gouffre. L'étude des méthodes employées permet de mieux cerner les grandes motivations qui alimentent ce rapport au cinéma. Nous inclurons cette pratique dans un cadre plus large que nous appelons cinéphilie augmentée. Figure 4 True Grit, Cohen et Cohen 2010. Le séchage instantané du manteau, des cheveux et de la monture de Mathieu Ross est un faux raccord typique. Nous terminerons l'étude auprès des plus grands chasseurs de gouffres. Les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui, à divers titres, doivent anticiper les erreurs, les repérer et les corriger. Car paradoxalement, cette cinéphilie ultra-minoritaire et ludique est prise très au sérieux par les équipes soucieuses d'effacer leurs propres traces de pas. En effet, derrière ce dialogue à distance entre cinéphiles et professionnels se dessine un enjeu plus vaste, celui d'une mutation des attentes du spectateur et de l'expérience cinématographique dans son ensemble. Analyser la chasse au gouffre, pratique marginale, revient donc à mettre en perspective les normes implicites qui gouvernent la réception d'un film par le grand public. Première partie, classification et écologie du gouffre. Même s'il existe de nombreux sites dédiés à la collecte de gouffres, notre principale base de travail sera l'Internet Movie Database, imdb.com, car elle attire tous les profils, professionnels du cinéma, spécialistes d'aéronautique, de zoologie, d'armement ou d'histoire, mélomanes, fans de science-fiction ou de fantasy, etc. Les gouffres y sont signalés sur la page de chaque film, par un texte en anglais, sans capture d'écran ni extrait vidéo. L'équipe d'IMDb a défini et classé les gouffres de manière détaillée.
Elle propose un guide de rédaction afin d'assurer la pertinence des anomalies signalées. En voici les premières lignes. Un gouffre est une erreur non intentionnelle survenue durant la production du film qui, d'une certaine manière, brise le sortilège et nous fait sortir momentanément du monde créé par ce film. Un gouffre doit être à la fois pertinent et intéressant. Ce qui est intéressant peut être difficile à définir, mais on peut le concevoir ainsi. Si vous rencontriez des gens dans une soirée et que vous souhaitiez les impressionner, est-ce que ce gouffre ferait l'affaire? La valeur d'un gouffre dans la conversation, son aspect intéressant voire impressionnant, fait donc partie de sa définition. Il faut aussi que l'anomalie soit imputable à l'équipe de production du film, et non à des acteurs extérieurs, liés par exemple à la diffusion télévisuelle ou à l'édition du DVD. La suppression d'un terme ordurier se remarque par la désynchronisation des mouvements de lèvres des acteurs, mais ce n'est un gouffre que si l'anomalie apparaît dans la version d'origine du film. On ignore aussi les changements de format, qui font apparaître dans le champ des éléments qui n'étaient pas censés s'y trouver. La typologie IMDb à la loupe. Les catégories du site permettent la collecte de 3 types de gouffres. Les incohérences internes, les incohérences externes et ce que nous appelons les catalepses. Les premières sont identifiées par rapprochement d'éléments du film. Les deuxièmes supposent des recoupements avec nos connaissances documentaires. Les catalepses surviennent quand des éléments liés au tournage ou à la post-production deviennent perceptibles. Incohérence interne. Continuity. Il s'agit souvent d'anomalies liées au montage. Nuages ou figurants qui disparaissent d'un plan à l'autre, ombres qui changent de sens, cigarettes qui retrouvent soudain leur taille d'origine, glaçons qui fondent ou au contraire réapparaissent en quelques secondes. Les scènes de course-poursuite y sont particulièrement propices, car elles supposent d'utiliser plusieurs voitures du même type et de les filmer dans plusieurs lieux, à des heures et dans des conditions variables. La poursuite de Bullitt, Yates 1968, contient ainsi de nombreux changements de véhicules, mais aussi des dégâts qui se réparent d'un plan à l'autre ou qui au contraire se multiplient, comme cette voiture qui perd plus d'enjoliveur qu'elle n'a de roues. Figure 8 Dracula, Coppola 1992. Un gouffre de continuité très rare car visible dans un seul et même plan. Le Dr Seward, Richard Grant, est mordu par Renfield, Tom Waits, à droite, mais tient ensuite le côté gauche de son cou. Faille de l'intrigue, plot holes. Ces gouffres apparaissent par rapprochement d'informations données à différents moments du film. La veste rouge que porte un enfant durant le mariage dans le village, Shyamalan 2004, enfreint ainsi le tabou sur cette couleur posée dans le récit. Erreur liée au personnage. Character error. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.